Bonjour, bonjour. Donc, nous reprenons donc notre vidéo sur cette introduction à la démarche marketing. Nous sommes restés en fait au niveau donc de cette histoire. Donc, on n'a pas eu le temps de continuer donc de finir donc l'histoire de cette démarche marketing. Donc, comment ça a évolué? Comme je vous ai dit, cette évolution va avec l'évolution en fait des écoles, des théories un peu, de la théorie des organisations et je vais expliquer rapidement ce que c'est. Alors, un peu d'histoire. Ça a commencé donc avant les 1900 et en fait on était dans un commerce traditionnel de proximité et là je parle, on est donc au 19e siècle et donc là c'était davantage, comme vous le voyez, c'était davantage donc une économie d'artisans et donc de commerçants euh, et puis on n'avait pas vraiment de grosses industries. Donc les commerçants donc, gèrent leur clientèle de manière traditionnelle, c'est-à-dire de manière locale. La relation, bien sûr, primant donc sur la gestion scientifique de l'entreprise. On est un peu dans l'école, c'est le début de l'école classique. Parce qu'on sait très bien qu'il y avait la gestion scientifique au niveau de l'école classique. Donc le marketing n'a pas lieu et donc à part bien sûr pour le soutien des ventes. C'est dès les années 1900 que le secteur de commerce donc, se transforme avec l'apparition donc de plus de grandes entreprises, puis la concentration peut-être de distributeurs en quelques grands groupes qui disposent en fait de centrales d'achat et puis qui sont à même de négocier un peu les prix et les petits commerçants ne peuvent plus donc obtenir. Et donc c'est là qu'il y a eu un peu cette évolution vers le marketing de masse. D'accord? Et c'est un peu avec c'est un peu avec cette école classique. C'est-à-dire que on sait très bien que c'est dans l'école classique qu'on a commencé à voir la production en masse. C'est avec les travaux de Taylor donc, qui sont mis en œuvre, bien sûr, dans les usines de Ford, le Fordisme, la Ford-T, et donc l'apparition donc, dans les entreprises de plus en plus grandes, donc l'apparition d'entreprises qui sont de plus en plus grandes, de la production de masse qui fait face à une consommation donc, de masse. Et donc l'offre elle est standardisée et ce qui permet en fait la réduction des coûts bien sûr qui est importante et donne l'accès en fait à de nombreux produits nouveaux pour un grand nombre de consommateurs. Et ici en fait le marketing, c'est le marketing de l'offre qu'on a vu. Donc là, on est plutôt dans un marketing, donc MKG pour marketing, de l'offre, d'accord, et donc accompagner l'offre et donc et de prédire la demande à l'aide d'outils bien sûr statistiques. On sait très bien que là on était dans l'organisation scientifique du travail, c'était des ingénieurs, donc c'était vraiment orienté productivité. D'accord? On avait parlé de l'école RH. L'école RH, elle est venue contrer les limites en fait de l'école classique. Donc l'école classique, c'était carrément une déshumanisation en fait des ouvriers. D'accord? Et donc l'école RH, elle est venue, on a vu donc dans la vidéo précédente qu'il fallait en fait donner une juste valeur à l'humain. Donc il y a eu la reconnaissance, l'observation comme ce qu'on avait vu. Et là, si je reviens, production de masse, donc si on a une déshumanisation au niveau de l'entreprise en interne, forcément même en termes de production, d'accord? Donc on a un marketing de l'offre qui fait que on ne s'intéressait pas à la demande. Et je le dis et je le redirai toujours, et je le dirai toujours en fait, les écoles, ou bien les théories des organisations, les écoles des théories des organisations sont toujours d'actualité. Donc le marketing de masse, il est toujours là. D'accord? L'offre de masse, elle est toujours là. La production en masse est toujours là. La grande distribution, les produits de première nécessité, on la retrouve au niveau du textile, etc. Donc il y a toujours ça. C'est toujours d'actualité, mais on évolue. Comment ça a évolué vers là? C'est un peu, surtout, j'ai parlé de la Ford T. La Ford T, à l'époque, donc ici, c'était la seule Ford noire que tout le monde avait. Qu'est-ce qui s'est passé? Il y a toujours des facteurs qui vont venir influencer aussi la production et donc la diversification. Nous, en tant que clients, on est très exigeants. Le client s'est rendu compte et commence
à comprendre un tout petit peu. Donc, il a des préférences, des critères qui sont différents d'un client à l'autre. Et du coup, on a commencé un peu à s'intéresser au fait qu'il fallait changer cette vision de marketing de masse et donc de production en masse. Et on est passé à un marketing de segmentation. C'est-à-dire que, et là c'est à partir des années 70, vous voyez, donc les années 70, plusieurs phénomènes, comme je vous ai dit, vont se combiner avec ce marketing. On a les 30 glorieuses, donc ce sont des années où ils ont vécu la hausse donc, du pouvoir d'achat qui s'accompagne d'une évolution, comme j'ai dit, des exigences, des désirs des consommateurs vers davantage de variété et donc de diversification. Et l'entreprise ne connaît plus personnellement ses clients. D'où l'intérêt en fait de connaître les clients et donc cette segmentation et donc la concurrence s'exacerbe et c'est là qu'on a la création de marchés. Il y a eu aussi la notion d'internationalisation et donc pour toucher le consommateur dans ce contexte difficile, le marketing développe des outils de gestion scientifique, bien sûr, dont le concept de cette segmentation que vous voyez, le mixed marketing que l'on va découvrir dans cette vidéo, et le cycle de vie, le cycle de vie du produit, le lifetime value du client. Donc toutes ces notions, nous allons les découvrir lors de cette formation. Mais là, ici, c'est juste pour vous montrer qu'on est passé, regardez, ça va avec même les écoles. Ici, on a eu, après l'école classique, il y a eu l'école RH, donc on commence à s'intéresser à l'humain, même si en interne, bien sûr, on le sait très bien, le client interne avant le client externe. Et donc, on commence à s'intéresser donc à ce client externe aussi et on commence à comprendre qu'il y a des exigences, qu'il y a des désirs qu'il faut satisfaire et c'est là que commence donc l'évolution et commence l'aventure de la segmentation. Et puis, si vous avez remarqué, ici et ici, on est toujours dans l'offre. Vous voyez, donc on est toujours dans cette offre. Que plutôt le client. D'accord? Donc, on va commencer, c'est à partir de là, des années 80, qu'on commence à parler de relationnel. Donc, le cœur de métier, c'est ce client. C'est surtout, en fait, cette orientation. Donc, on commence à parler d'orientation client, d'expérience client. Vous voyez? Donc, c'est là, si on veut avoir un avantage concurrentiel, donc je retourne toujours à cet avantage concurrentiel, performance, etc., création de valeur, l'entreprise, pour contrer et pour se différencier donc à la concurrence et pour se rapprocher de sa clientèle, elle va développer en fait des outils comme des bases de données de plus en plus complètes qui permettent d'établir en fait cette relation, ce marketing relationnel, parce que tout se joue sur cette relation. On parlera plus tard du CRM, de la gestion de la relation client. Et en fait, elle établit une relation plus ou moins personnalisée. Donc, elle commence à être relationnelle, plus ou moins personnalisée, bien sûr par le biais du marketing. Donc on est dans le marketing, donc MKG marketing s'il vous plaît, donc le marketing direct. Donc on commence à s'intéresser à ça, donc c'est l'ère donc de ce marketing relationnel, mais un marketing relationnel de masse sans contact physique. Il privilégie peut-être des outils impersonnels comme le courrier, le téléphone à l'époque, qui s'intéressent davantage à la durée de la relation donc, et non plus à la vente et au profit immédiat. Comme dans le cadre du marketing transactionnel qui est arrivé plus tard et donc à la satisfaction, à la fidélisation du client. Et du coup, si vous voyez avec l'évolution aussi, il y a aussi l'évolution technologique. Donc plus on a l'évolution technologique, plus on va d'un marketing relationnel de masse vers un marketing plutôt qui s'accentue sur une relation plus personnalisée, carrément plus individualisé pour parler carrément du one-to-one, d'accord? Donc depuis les années 2000 jusqu'à maintenant, on voit l'apparition du marketing digital, d'internet et les outils à la fois de communication, de distribution qui permet en fait d'accentuer la relation personnalisée avec ce client et donc on cherche plus de proximité avec le client que l'on avait lors de la phase initiale, donc, mais avec des technologies plus avancées. Et on est passé d'un marketing de segmentation relationnelle de niche, d'accord, jusqu'à un marketing
one-to-one. Et bien sûr, on va le voir aussi, même avec cette intelligence artificielle. Là, bien sûr, c'est le digital. Ici, c'est plutôt le marketing digital dans ces années qui a fait l'évolution et donc cette relation one-to-one. Mais nous allons le voir aussi que l'intelligence artificielle, elle a carrément redonné, ou bien elle a donné naissance à une meilleure et à de nouvelles relations et à une relation plus individualisée que l'on verra plus tard. Et de là, donc, cette évolution nous montre comme quoi le marketing évolue et a évolué au fil des temps. Mais comme j'ai dit, chaque phase est toujours d'actualité. On retrouve toujours un marketing de masse. On retrouve toujours un marketing plus segmenté, mais moins individualisé. Donc c'est en fonction du secteur, de l'entreprise, des capacités, des ressources et capacités. Souvenez-vous de cette notion de ressources, nous allons le voir plus tard. La notion de ressources, donc les ressources, les capacités de l'entreprise, fait qu'elle va s'inscrire dans telle ou telle stratégie. Sans plus tarder, comme je vous avais dit, donc une fois que l'on a vu, donc on a vu dans la vidéo précédente, on a vu la définition, donc selon l'offre, selon la demande et puis la notion de l'échange. Nous avons aujourd'hui vu un peu cette histoire qui va nous ramener en fait à parler de cette démarche marketing. Ici en fait, c'est une introduction à toute la démarche que nous allons voir en détail au fil des prochaines vidéos. Mais là, nous allons nous intéresser un peu à cette culture marketing au niveau de l'entreprise. La place du marketing dans l'entreprise, et vous allez voir cette place. Et puis les techniques du marketing qui sont utilisées et que l'on va détailler en fait plus tard. Pour commencer, la culture marketing, c'est aussi une culture d'ingénieur parce que c'est des techniques de production. Un ingénieur étant jugé sur des critères de qualité du produit et du coût et du délai de production. Donc, la culture marketing, c'est aussi, elle est liée à ça. Elle est liée à cette culture aussi financière parce que orientée vers les résultats financiers de l'entreprise, l'objectif étant d'atteindre la meilleure rentabilité possible et souvent de réduire les coûts, bien sûr. Et on va le voir, sans ce produit, sans ces ventes, on ne peut pas, bien sûr, avoir cette culture financière. La culture commerciale, plutôt, elle est orientée et elle est centrée client. C'est tout se joue ici. Donc, les vendeurs répercutant les demandes des clients dans l'entreprise, même les plus farfelus, on va dire, si une grosse vente est espérée. Donc, c'est là où on voit ici le marketing de la demande. Et enfin, cette culture marketing, elle est portée par les équipes commerciales, donc les vendeurs, et surtout par les équipes marketing qui sont la voix du client dans l'entreprise. Donc la culture marketing est alors un véritable état d'esprit, donc c'est un mindset qui consiste à se mettre au service des clients que l'on a choisi afin de trouver le produit qui leur convient. Donc là, vous voyez que la meilleure culture marketing qui est liée, je reviens donc si vous n'avez pas vu la vidéo précédente, elle est liée en fait à cette culture de marketing, de la demande et bien sûr qui est plus intéressant. Et puis, où se trouve le marketing ou bien quelle est cette position et quelle est la place de ce marketing? Et c'est ce que l'on va voir dans ce qui suit. Le marketing se trouve dans une position en fait d'intermédiation. Il est là le marketing. Il est dans une position d'intermédiation au sein de l'entreprise vis-à-vis bien sûr de ce client. Parce que qu'est-ce qu'on a dit? Qu'est-ce que j'ai dit dans la vidéo précédente? Le client, c'est le cœur de métier de l'entreprise. Qu'est-ce que j'ai dit aussi? Que le client passe avant le profit. Donc, le client passe avant le profit. Donc, ça, très intéressant. Donc, le marketing, il a la charge de collecter les différentes interrogations des autres services de l'entreprise, de questionner ensuite le client ou plus généralement le marché et faire donc remonter l'information à l'intention des différents intéressés. Donc le rôle du marketing, comme vous le voyez, ne se limite pas à connaître que les besoins des consommateurs. Une fois cette information digérée, on va dire, la fonction marketing doit mettre en œuvre opérationnellement l'offre définie au sein de l'entreprise et bien sûr rend
la rendre intelligible sur le marché. Et c'est là qu'on voit que le marketing a une double fonction, connaître en amont les besoins du consommateur et agir. Et sans le marketing, la fonction RH ne peut pas travailler, la fonction finance non plus, la qualité, la production, parce que sans idée marketing, sans l'idée produit, on ne peut pas produire. Sans les ventes qui émanent du marketing et des commerciaux, on ne peut pas avoir de chiffres, donc on ne peut pas avoir de comptabilité ni de finance. On ne peut pas avoir non plus de logistique. On a besoin de matières premières pour faire la production du produit qui émane du marketing, et donc on ne peut pas avoir de logistique, donc sans pôle marketing. Et je le dis, le marketing, c'est le centre névralgique, c'est le cœur de métier d'une entreprise qui fait vivre en fait cette entreprise et tous les services de cette entreprise. Donc il est là pour la connaissance et pour l'action. C'est pour ça on parle souvent de marketing et d'action commerciale. Si on veut résumer, le marketing, il est pluridisciplinaire. Donc un marketeur, un bon marketeur, il doit être premièrement curieux, ouvert d'esprit surtout, et maîtriser tout un ensemble en fait de concepts. La gestion financière, pour analyser, parce que même si on est en marketing, il faut connaître la gestion financière pour analyser le résultat, le contrôle de gestion pour définir un prix, l'économie pour connaître le marché et pour le cerner, les mathématiques pour valider statistiquement des relations entre variables, l'informatique pour concevoir des enquêtes, les analyser, les présenter et présenter des résultats, des bases en sociologie, on va le voir à la fin, tout est lié à cette sociologie et surtout à cette notion de psychologie, d'accord ? En base sociologique, pourquoi ? Parce que ça sera nécessaire pour comprendre les comportements collectifs et surtout psychologiques qui sont indispensables pour appréhender le comportement du consommateur. Parce que, et on va le voir à la fin de cette vidéo, je vais retourner aussi un peu à l'école RH. À la fin de cette vidéo, nous allons revoir cette notion de psychologie. Mais avant tout ça, ce que nous allons voir en détail pendant toute cette formation en marketing, donc c'est la première partie, c'est un peu les techniques du marketing. En fait, le squelette, un peu la démarche un peu de ce marketing qui commence depuis l'étude de marché, puis de la segmentation, le ciblage et le positionnement, et puis qui donne naissance à ce qu'on appelle le marketing mix, qui sont les actions commerciales, les actions sur terrain, le prix, le produit, la communication et la distribution. Qu'est-ce que c'est que tout cela ? Nous allons en fait voir un peu brièvement tout ça, que nous allons décortiquer en fait dans les prochaines vidéos. Commençons par l'étude de marché. L'étude de marché est là, un objectif en amont, en aval, et moi je dirais même pendant un processus. En amont, parce que, je l'ai dit, en amont on fait l'étude de marché pour comprendre, pour connaître les besoins du consommateur. Boire, manger, s'amuser, les désirs. Un soda, un sandwich, du prêt-à-porter, une sortie au cinéma, d'accord ? Et donc, construire l'offre la plus adaptée possible. En aval, c'est plutôt pour voir en fait si on est arrivé à la création de valeur. Donc, on a un objectif, il faudrait avoir des résultats. Donc, en aval, les études de marché s'intéressent aussi à la satisfaction des clients et à leur jugement. Pourquoi ? Je vous l'ai dit tout à l'heure, on parle de satisfaction, d'expérience. Donc c'est l'expérientiel qui fait que ça permet à l'entreprise de revoir sa stratégie et d'améliorer son offre. Et donc ce travail, c'est le travail du responsable des études aidé par des chargés d'études et qui fait que tout ça, c'est très important. Et puis une étude de marché aussi, elle se fait même pendant le processus, même pendant une stratégie. Pourquoi ? Parce que par exemple, on fait une étude de marché pour connaître les besoins et donc cibler, segmenter, mais à un moment donné, il faut voir si notre stratégie, quand on s'est lancé, elle est bien ou pas. Donc on se lance dans une étude de marché pour voir et pour restructurer avant même d'attendre la fin et d'avoir de mauvais résultats. Et bien sûr, tout ça, nous allons le voir en détail dans une des prochaines vidéos qui va être consacrée à l'étude de marché. Et puis, on ne peut pas, si on a compris si on a compris le consommateur, donc on a un peu une idée un peu sur ce qu'il veut, d'accord ?
Donc l'idée ici, c'est quoi la segmentation? Bien sûr, je vais l'expliquer plus tard, mais c'est quoi la segmentation, le ciblage, etc. Ces notions reposent, en fait c'est ce qu'on appelle le marketing stratégique, ces notions reposent sur l'idée qu'un même produit ne peut pas satisfaire tous les consommateurs. On ne peut pas satisfaire tous les consommateurs. Donc, il faut donc diviser le marché en différents segments de consommateurs. Et bien sûr, des segments dont les besoins sont homogènes. Pour une offre en particulier, il faut cibler un ou un segment. Donc, si je subdivise mon marché, qu'est-ce qui va se passer? Ça, c'est la segmentation. Si j'ai mes produits, différents produits, je vais cibler avec ce produit ce segment, je vais cibler avec ce produit un autre segment, etc. Et donc, pour une offre en particulier, il faut cibler un ou des segments que l'on juge plus intéressés par l'offre de l'entreprise. Et enfin, le positionnement, c'est quoi? Il correspond aux attributs de l'offre qui sont mis en avant par l'entreprise. Donc, son positionnement, sa place, comment elle est perçue, c'est la perception. Le positionnement, c'est la perception du client par rapport donc au produit de l'entreprise. Donc, c'est le service marketing dans son ensemble qui est chargé donc dès ses études, le chef de produit, les chefs de publicité qui travaillent sur ces 3 concepts. Et puis, il faut mettre en œuvre tout ça, n'est-ce pas? C'est notre marketing opérationnel. Donc, qu'est-ce que c'est le marketing opérationnel que l'on va bien décortiquer plus tard? Ça, il correspond en fait à ce qu'on appelle les 4 P. Price, Product, Promotion and Place. Le prix, le produit, la publicité ou bien la promotion et puis la distribution. Donc en fait, et bien sûr, s'il vous plaît, quand je parle des différentes démarches, l'étude de marché, le marketing stratégique ou bien le marketing opérationnel, ce ne sont pas des étapes distinctes. Il y a une interdépendance. On ne peut pas proposer un prix et si on ne connaît pas le produit, et donc on ne peut pas segmenter ni cibler si on ne connaît pas déjà le besoin à travers bien sûr l'offre, satisfaire ce besoin, c'est à travers cette offre, d'accord? Donc il y a une relation. Et donc l'entreprise, elle va fixer tout d'abord un prix, elle élabore une offre de produit, choisit le packaging, la marque, etc. Parce que c'est là où c'est ce qui permet en fait le positionnement. Et puis elle va élaborer une stratégie de communication pour faire connaître et reconnaître la marque. Et puis, une fois que le produit il est connu auprès de l'audience, auprès de la cible, ça va permettre en fait de choisir le mode de distribution qui est le plus adéquat et bien sûr la force de vente. Donc la force de vente, elle fait partie intégrante. Généralement, on a une matière ou bien une formation sur la gestion de la force de vente. La gestion de la force de vente, elle fait partie intégrante du P de la distribution. Donc le choix en fait du mix marketing résulte bien sûr d'un compromis. C'est pour ça que je vous ai dit une interdépendance entre la nécessité de l'entreprise de réaliser une opération qui soit rentable, de satisfaire les clients dans les meilleures conditions possibles. Bien sûr en comprenant et en satisfaisant les besoins, les désirs du consommateur et bien sûr tout en prenant en considération qu'on est dans un marché. Je vous invite à regarder l'école systémique. L'école systémique dit que l'entreprise, elle est dans un marché, elle est dans un système ouvert. Donc l'entreprise, elle est influencée, et on va le voir, par des facteurs externes qui font, parmi ces facteurs, c'est cette concurrence qui fait que l'entreprise, elle doit faire attention à ses concurrents dans le respect de la stratégie marketing retenue. Donc on n'arrive pas à le voir ici en bas, mais dans le respect de la stratégie marketing retenue. Donc en gros, si on veut résumer tout ça, donc vous voyez que le marketing, ce n'est pas juste de la com, c'est toute une démarche, c'est toute une logique, c'est des éléments, c'est des stratégies très pointues et qui permettent en fait à l'entreprise de mener à bien son activité dans un marché qui est très concurrentiel. Et donc pour résumer en fait, et pour finir par rapport à cette définition, tout ça c'est pour arriver à la définition du marketing. C'est quoi le marketing en fait? C'est tout simplement une coexistence entre plusieurs définitions.
déjà, c'est une démarche qui part du marché et retourne vers le marché. Elle part, excusez, elle part en fait, elle part du marché, c'est-à-dire de la demande, d'accord? Elle part de la demande pour revenir au marché avec une offre, d'accord? Donc là, on revient avec une offre. Elle s'intéresse à qui? Elle s'attache principalement aux besoins des consommateurs. Et à la fin de cette vidéo, on va s'intéresser à cette notion de besoin en faisant une liaison avec l'école RH. Et quels sont les objectifs? Tout simplement, elle vise à modifier les connaissances, l'attitude, encore le comportement du consommateur. Donc si on veut définir cette démarche marketing, c'est une démarche qui s'intéresse au marché et plus spécifiquement aux besoins des consommateurs. L'analyse de ces besoins va permettre à aboutir à une meilleure compréhension et bien sûr à une meilleure segmentation. Et donc des cibles sont ensuite sélectionnées au regard des forces et des faiblesses de l'entreprise ainsi que des opportunités et des menaces présentes sur le marché. L'entreprise rend alors intelligible son offre via son positionnement. C'est le marketing mix, produit, prix, distribution et communication et les résultats sont ensuite analysés et des actions correctives mises en place si c'est nécessaire. Donc vous voyez que le marketing, c'est toute une démarche qui va en amont de la compréhension des besoins en mettant en place toute une stratégie de ciblage, de positionnement, de repositionnement peut-être si on est pendant la stratégie. Et enfin, une fois qu'on a des résultats, il faut restructurer, il faut des actions correctives pour rester périn et pour que l'entreprise reste pérenne au niveau de ce marché qui est concurrentiel. Et puis, pour finir cette vidéo, c'est de mettre en relation en fait l'école RH. Donc, je reviens toujours à cette école RH et à cette notion de besoin. Donc, comment est-ce que nous allons l'expliquer? Nous allons tout simplement l'expliquer à travers la pyramide de Maslow. La pyramide de Maslow, elle a été mise en place pendant l'école RH. Et donc, on a subdivisé cette pyramide en des besoins. Donc nous allons parler de ces besoins oralement par rapport à l'RH, mais ce que je vais écrire ici, ça va être lié au marketing en fait. Alors, donc B, s'il vous plaît, B, c'est pour besoin. D'accord? Donc au début, on était dans le premier besoin, la base de la pyramide, ce sont les besoins physiologiques. D'accord? Si on revient à l'école RH, les besoins physiologiques, c'est les conditions de travail. Donc l'expérience Hawthorne, elle explique un peu ça. L'expérience Hawthorne, c'était les deux échantillons, les deux groupes. Donc on avait les mêmes conditions de travail, on avait changé en fait, on avait observé positivement. Donc on va situer cette observation ici. Donc les besoins physiologiques en RH, ce sont ces besoins et ces conditions de travail. Après, on a les besoins de sécurité, c'est-à-dire la sécurité au travail, l'assurance, etc. Ça, c'est très important. Après, on a un besoin d'appartenance. Appartenance à un groupe, appartenance à l'entreprise. Et puis, un besoin d'estime de soi. C'est là, en fait, qu'on a en fait ce qui s'est passé avec l'expérience Hawthorne. C'est là que l'entreprise, elle a permis une certaine reconnaissance. Donc, on touche au psychologique. Et enfin, le besoin d'accomplissement. C'est un besoin d'accomplissement. C'est quoi l'accomplissement? C'est quand on arrive à un stade d'épanouissement au travail. On n'a plus besoin de la reconnaissance. Parce que la reconnaissance, ça veut dire qu'on a un besoin du regard de l'autre. On a besoin d'autrui. D'accord? On a toujours besoin de quelqu'un. Ce qui fait que, ici, au niveau de la pyramide de Maslow, on voit bien, et même dans l'école RH, on est venu et on a subdivisé cette pyramide. Ça, ce sont des facteurs d'hygiène, des facteurs de base physiologiques. Mais là, tout ça, ce sont des facteurs psychologiques. Parce que regardez, quand on a une reconnaissance
Les ouvrières, quand elles ont eu une certaine reconnaissance, il y a eu une augmentation de la productivité et donc une motivation. D'accord? Une meilleure motivation. Ce qui fait que, ici, nous allons la transposer vers le besoin dans le marketing. Les besoins physiologiques en marketing, qu'est-ce qu'on avait dit? Manger, boire, etc. Donc ce sont tous les produits de première nécessité, n'est-ce pas? C'est ce qui a donné naissance aux produits de première nécessité, aux grandes surfaces, etc. Même si, je vous le dis, on a essayé de rendre même ces produits de nécessité un peu plus psychologiques. Les produits de première nécessité, les pâtes, le sel, le lait, etc. Et on a essayé de les rendre plus psychologiques avec les tendances, c'est ce que je vous avais dit. Donc on essaie en fait de suivre les tendances. Le sans gluten, le sans lactose, on a eu même un produit de substitution, c'est les laits végétaux, etc. Mais si on revient aux fondamentaux, les produits de première nécessité, ce sont des besoins physiologiques. Et même en termes d'action marketing, ça ne demande pas vraiment beaucoup d'action marketing. Puis on a aussi un besoin de sécurité. Les besoins de sécurité, c'est par exemple si on voit les services d'assurance. D'accord? Donc même pour les services d'assurance, est-ce qu'on a vraiment besoin d'action marketing et beaucoup de publicité pour ça? Non, choisis, tu as une voiture, il te faut une assurance, ça c'est sûr. Mais tout se joue, tout le marketing. Et moi je le dis, même si c'est vrai qu'il y a une certaine manipulation, les meilleurs marketeurs sont les meilleurs manipulateurs. Pourquoi? Parce que tout est lié au psychologique. Ces besoins en fait, et comment je vais les expliquer? Je vais les expliquer à travers le prêt-à-porter. Généralement, c'est quoi le besoin? Quand on veut s'habiller, généralement, c'est un besoin physiologique. S'habiller est un besoin physiologique. Mais qui fait que, avec le temps, c'est devenu psychologique. Comment? Je vais mettre telle ou telle marque parce que, initialement, si c'était un besoin physiologique, tu as besoin juste d'un pantalon, deux pantalons, etc. Mais combien on en a? On en a plusieurs pantalons, plusieurs chemises, plusieurs foulards, plusieurs produits en termes de prêt-à-porter. Et donc, les entreprises, elles ont compris que pour être dans cette pérennité, les meilleurs besoins sont ces besoins psychologiques. C'est pour ça, la communication, tout ce qui va avec, ça, on essaie de toucher les émotions. D'accord? Donc, quand on achète quelque chose, surtout quand on tombe dans les pièges du marketing, et on ne peut pas acheter sans avoir de marque, par exemple. On achète pour appartenir à une catégorie socio-professionnelle. On achète quelque chose, par exemple, je donne l'exemple du luxe, par exemple du prêt-à-porter luxe. On va acheter le luxe pour appartenir à une catégorie socio-professionnelle plus. On achète par exemple le luxe ou quel que soit le produit, pour avoir une certaine reconnaissance d'autrui. Regardez-moi, nous Marocains on dit chauffonner, tu achètes telle ou telle marque ou le luxe, etc. pour avoir une estime de soi. L'épanouissement, par contre, on a dit que c'était tout un état d'esprit, c'est un mindset où on est épanoui, comme si ce qu'on achetait, on l'achète pour nous-mêmes sans pour autant attendre de reconnaissance, on n'a plus besoin de ce regard de l'autre, même si c'est moche des fois, mais on est satisfait nous-mêmes. Donc c'est un épanouissement dans la consommation. On ne suit pas la tendance, on n'est pas un peu piégé et manipulé, on va dire. C'est vraiment, là, les entreprises ne gagnent pas vraiment, mais là, et pour arriver à ça, c'est vraiment une certaine maturité, c'est toute une maturité. Mais généralement, on est là. Donc les besoins d'appartenance et les besoins d'estime de soi sont les deux éléments qui font qu'on arrive à produire toujours jusqu'à maintenant. Vous voyez, même pour des produits physiologiques, tout se joue sur le psychologique et sur la manipulation. Nous n'avons pas seulement un besoin spécifique de quelque chose de tangible, mais l'être humain, c'est aussi de la psychologie, de la sociologie. On vit en société, on a besoin de regard de l'autre, on a besoin d'appartenir à une communauté, à une catégorie socio-professionnelle, fait que les entreprises qui sont plus pérennes font qu'elles ont une stratégie qui combine entre physiologique, ce qu'on appelle ici en fait dans l'école RH, on a parlé de facteurs d'hygiène, entre facteurs d'hygiène ou facteurs psychologiques plus simplement et facteurs psychologiques, et c'est tout ce qui fait la différence. Surtout, comment je l'explique, c'est comme si
si on se limitait à ça, on serait pragmatique, c'est-à-dire qu'on allait utiliser notre cerveau pour acheter. Mais ça ne se limite pas à ça. Le marketing, c'est aussi toucher le cœur, donc toucher les émotions, d'accord? Pour pousser en fin de compte à l'action. Et pour moi, c'est un peu la main, vous voyez? C'est pousser à l'action. Et pour finir, nous allons le voir plus tard, mais pour finir, je finirai avec la note de Aïda. C'est tout simplement la stratégie qui est utilisée dans toutes les stratégies marketing. On essaie d'attirer l'attention du consommateur, d'accord? À travers, bien sûr, on reste là, cerveau, pragmatisme, l'attention, donc l'information, susciter l'intérêt. Donc on essaie de susciter cet intérêt. Donc on est toujours dans moins de psychologique, mais pour le pousser à acheter, il faut déclencher ou bien faire de ce produit quelque chose de plus psychologique. Donc là, on va déclencher le désir, parce que si on s'est limité au cerveau, on n'allait jamais acheter. Donc cerveau, cœur, qui est le désir, les émotions, le psychologique, pour pousser à l'action et donc à l'achat. D'accord? Donc en gros, c'est ça un peu, c'est ce qui englobe un peu le marketing, mais après il faudrait décortiquer chaque élément et c'est ce que nous allons voir à partir donc des prochaines vidéos de cette formation sur le marketing. Je vous remercie pour votre attention et je vous dis à la prochaine vidéo sur notre formation en marketing. Merci à vous.